Huile de chien. Huile de chien. Huile de chien. Mon nom est Buffer Bings. Mon nom est Buffer Bings. Mon nom est Buffer Bings. Huile de chien. Mon nom est Buffer Bings. Je suis né de parents honnêtes. Dans une des plus humbles positions de la vie sociale, mon père étant fabricant d'huile de chien et ma mère ayant un cabinet dans un petit appartement à l'ombre de l'église du village où elle éliminait les enfants non souhaités. Dès l'enfance, j'appris les techniques de leurs deux industries. Non seulement j'aidais mon père à se procurer des chiens pour ses cuves, mais ma mère requérait fréquemment mes services pour évacuer les vestiges de l'activité de son cabinet. En accomplissant mon devoir, j'avais parfois besoin de toutes mes ressources, tant les hommes de loi du voisinage étaient opposés au métier de ma mère. Ils n'avaient pas été élus pour y mettre un terme, et ce n'avait jamais été une question politique, mais il en était ainsi. L'activité de mon père, fabriquer de l'huile de chien, était bien moins impopulaire, même si les propriétaires de chiens disparus la regardaient avec une suspicion qui, parfois, débordait sur moi. Mon père avait pour soutien silencieux tous les médecins de la ville, lesquels établissaient rarement une ordonnance qui ne prescrivait pas ce qu'ils avaient l'habitude de désigner par « whole can ». C'est vraiment le meilleur des médicaments jamais découverts. Mais la plupart des gens rechignent à effectuer un sacrifice personnel pour les affligés, et il était de notoriété publique qu'on interdisait aux chiens les plus gras de la ville de jouer avec moi. Une mesure qui peinait ma jeune sensibilité et qui, pendant certaines périodes, me poussa à des actes relevant de la piraterie. À considérer ce lointain passé, je ne peux que regretter par moments qu'en contribuant indirectement à la mort de mes chers parents, je fusse l'auteur de désagréments qui affectèrent profondément mon avenir. Un soir, en traversant l'huilerie de mon père avec le corps d'un enfant non souhaité dont j'avais à débarrasser le cabinet de ma mère, je découvris un sergent de la police qui semblait surveiller mes faits et gestes de près. Si jeune que je fusse, j'avais appris combien les comportements répréhensibles conditionnent la mise en alerte d'un sergent de la police, même sous une apparence banale, et je me dérobais à ses regards en me réfugiant dans l'huilerie par une porte dérobée dont je savais l'existence et que je verrouillais soigneusement derrière moi, me retrouvant seul avec mon petit cadavre. Mon père avait fermé pour la nuit. La seule lumière dans l'atelier venait du four qui éclairait d'une lueur cramoisie, riche et profonde, le dessous d'une des cuves, projetant ses reflets rougeoyants sur les murs. L'intérieur du chaudron bouillait tranquillement, laissant occasionnellement remonter à la surface un morceau de chien. M'asseyant pour attendre que l'argent ait disparu, que l'agent ait disparu, c'est marqué dans le livre. M'asseyant pour attendre que l'agent ait disparu, je tenais le corps nu de l'enfant non souhaité sur mes genoux et caressais tendrement ses courts et lisses cheveux. Oh, comme il était beau! Même dans ce tout jeune âge, les enfants m'émouvaient particulièrement, et regardant ce chérubin, je pouvais presque sentir mon cœur espérer que la minuscule blessure rouge de sa poitrine, le travail de ma mère chérie, n'ait pas été mortelle. Mon habitude d'ordinaire était d'aller jeter les bébés à la rivière, dont la nature nous avait judicieusement pourvus à cet effet. Mais cette nuit, je n'osais pas quitter l'huilerie par peur du sergent. Après tout, je me dis à moi-même, ça ne peut pas changer grand-chose si je le dépose dans cette cuve. Mon père ne reconnaîtra jamais
Les os comme étant ceux d'un bébé, et les quelques décès qui pourraient résulter de l'administration de l'huile d'une espèce légèrement différente de l'incomparable whole can sera chose parfaitement secondaire dans une proportion qui croît si rapidement. En bref, je commis le premier pas dans le crime et me condamnai moi-même à un chagrin sans fin en déposant le bébé dans le chaudron. Le jour suivant, à ma grande surprise, mon père se frottait les mains de satisfaction et m'informa, ainsi que ma mère, qu'il venait d'obtenir la plus parfaite qualité d'huile qui se pouvait imaginer, que les médecins à qui il en avait remis des échantillons l'avaient confirmé. Il ajouta qu'il n'avait aucune connaissance de comment ce résultat s'était produit. Les chiens avaient été traités selon la procédure habituelle et étaient d'espèce ordinaire. Je considérais de mon devoir de le lui expliquer, quoique j'eusse préféré que ma langue en reste paralysée si j'avais pu en entrevoir les conséquences. Déplorant leur ignorance jusqu'alors des avantages de réunir leurs industries, mes parents prirent de suite les mesures pour réparer leur erreur. Ma mère déménagea son cabinet dans une aile du bâtiment de l'huilerie, et pour ce qui concernait son activité, ma tâche s'arrêta. On n'avait plus besoin de moi pour éliminer les corps des jeunes superflus, et il n'y avait plus besoin d'attirer les chiens à leur perte, puisque mon père se passait d'eux désormais, même s'il continuait de tenir la place officielle dans l'appellation de notre huile. Jeté si soudain dans la paresse, on aurait pu s'attendre à ce que je devienne vicieux ou dissolu, mais non. La sainte influence de ma mère chérie était sur moi pour me protéger des tentations qui assaillent la jeunesse, et mon père était diacre dans une église. Hélas, ce fut de ma faute. Que de si estimables personnes connussent une fin si triste. Trouvant double profit à leurs affaires, ma mère se dévoua à sa tâche avec une assiduité neuve. Elle ne se consacrait pas seulement à traiter des enfants superflus ou non voulus, mais prit d'autres chemins, acceptant des enfants bien plus grands et même presque adultes, pourvu qu'ils entrent dans l'huilerie. Mon père, enthousiasmé par la qualité supérieure de l'huile désormais, pourvoyait ses cuves avec zèle et diligence. La conversion de leurs congénères et voisins en huile de chien devint en gros la passion de leur vie. Une cupidité absorbante et submergente prit possession de leurs esprits et remplaça leur confiance dans le ciel, qui jusqu'ici les inspirait tout aussi bien. Entreprenant comme il l'était devenu, on convoqua une réunion publique où des résolutions sévères furent prises à leur encontre. Le meneur intima que tout nouveau raid sur la population serait accueilli avec hostilité. Mes pauvres parents quittèrent la réunion désespérés et le cœur brisé, plus, je crois, bien affecté mentalement. En conséquence de quoi, je trouvais prudent de ne pas rentrer à l'huilerie avec eux, mais de passer cette nuit dans une étable. Vers minuit, une intuition mystérieuse me fit me lever et venir observer par une fenêtre la salle du fourneau où dormait désormais mon père. Les feux avaient été poussés comme si on s'attendait pour le lendemain à une moisson abondante. Un des larges chaudrons grondait sourdement, avec l'impression mystérieuse de se contenir, comme s'il se réservait pour déployer sa pleine énergie. Mon père n'était pas couché, il s'était levé en chemise de nuit et préparait un nœud dans une forte corde. Au regard qu'il lançait à la porte de la chambre de ma mère, je sus aussitôt le projet qu'il avait en tête. Sans voix et paralysé de terreur, je ne pus rien faire pour l'empêcher ou le prévenir. Et soudain la porte du cabinet de ma mère s'ouvrit, et les deux se retrouvèrent face à face, avec apparemment la même surprise. Elle aussi était en chemise de nuit, et dans la main droite, elle tenait son instrument de travail, son poignard à la lame longue et effilée.
Elle aussi avait été incapable de se refuser un tout dernier profit, là où l'inamicale action des citoyens et mon absence l'avaient poussée. Pendant un instant, ils se regardèrent droit dans leurs yeux écarquillés, puis se jetèrent l'un sur l'autre dans une indescriptible furie. Tout autour de la pièce, l'homme maudissant, la femme criant. Tous deux luttant comme des démons, elle pour le frapper de sa lame, lui pour l'étrangler de ses grosses mains nues. Je ne sais combien dura le malheur que j'eus d'être spectateur d'une décomposition aussi affligeante de leur bonheur domestique. Mais à la fin, après un affrontement encore plus vigoureux, les combattants se séparèrent brusquement. L'arme de ma mère, plantée dans la poitrine de mon père, prouvait à l'évidence leur mise en contact. Pendant un instant, ils se regardèrent à nouveau, de la façon la plus inamicale. Et puis mon pauvre père, blessé et sentant sur lui la main de la mort, se précipita en avant, et surmontant sa résistance, agrippa ma mère par le bras, la tira jusqu'au bord du chaudron bouillant, puis rassemblant ce qui lui restait d'énergie, s'y jeta avec elle. En un instant, les deux eurent disparu, ajoutant leur huile à celle qui avait provoqué la veille cette réunion du comité des citoyens et la réunion publique. Convaincu que ces éléments malheureux mettraient un terme à toutes mes tentatives d'une carrière honorable dans cette cité, je déménageai dans la fameuse ville d'Otromoué, où j'écris ce mémoire, le cœur plein de remords, pour un geste étourdi, ayant entraîné un aussi lugubre désastre commercial. Ambrose Bierce. Ambrose Bierce a participé au combat de la guerre civile américaine et il est né dans l'Ohio, il a habité longtemps à San Francisco et il est mort en allant enquêter ou à la rencontre de l'insurrection mexicaine de Pancho Villa. C'est un écrivain qui a mauvaise presse aux USA justement pour c'est la province, c'est pas New York, c'est des histoires bizarres et puis des gens du peuple, et puis la guerre est pas loin. Et en même temps, c'est un auteur fantastique. Quelqu'un part du bout d'un champ, sa femme le regarde partir, à l'autre bout du champ, le voisin le regarde arriver, et puis au milieu, la personne disparaît. Il y a tout un chapitre qui s'appelle « Disparitions inexpliquées ». J'ai rassemblé, c'est les premiers recueils que j'ai traduit intégralement d'Ambrose Bierce, ça s'appelle « Récits de fantômes », il y en a 18. Les titres, c'est « Maison hantée »,« Disparitions inexpliquées », Soldats, c'est le truc de la guerre civile, à la rencontre des fantômes. Et j'y ai ajouté ces 4 nouvelles totalement extraordinaires qui s'appellent Club des Parenticides. Club des Parenticides avait déjà été traduit en français, les autres c'est la première fois. Croyez qu'on en est fier. C'est un livre. C'est vendu sur le site Tiers Livre et si vous l'achetez, ça me sert à faire ces vidéos. Et merci de votre aide. Mais en même temps, vous le trouverez nulle part ailleurs. Et quand on promène ce genre de manuscrit-là, personne n'en veut. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On s'organise. Mais simplement, après, il faut que vous veniez avec nous. Vous avez peut-être vu déjà mes vidéos. Il y a aussi Bartleby. Il y a aussi une version toute neuve des conversations avec Keith Richards. Et il y a aussi ce texte tout récent qui s'appelle « Dialogue avec ta mort ». Arrive très vite un texte auquel je suis attaché qui s'appelle « Au buffet de la gare d'Angoulême » et mes notes sur Balzac dans une version aussi dont on m'a grandi. C'est des livres imprimés. C'est des outils qui sont depuis très peu de temps à notre disposition d'auteur.
Ça n'empêche pas le travail avec nos éditeurs, simplement, c'est ce qui permet à nos sites d'exister. Merci de votre soutien. Et puis, en même temps, si ce que vous recevez, c'est les histoires de fantômes d'Ambrose Bierce, Huile de chien et les autres, quand même, ça le mérite, non? Rien que pour lui. Rien que pour Ambrose Bierce. Croyez que les Lovecraft et les autres, ils s'y étaient pas trompés, à ce mec-là.